Depuis des siècles, ils sont là, dans l'ombre, discrets, puissants. On les accuse de tout et de son contraire. Manipulateurs pour certains, humanistes pour d'autres. Mais qui sont vraiment les francs-maçons ? Que se passe-t-il derrière les portes closes de leur temple ? Aujourd'hui, j'infiltre l'un des cercles les plus mystérieux de l'histoire moderne. Bienvenue dans un monde de symboles, de secrets et de vérités troublantes. Hello, bienvenue en Écosse, moi c'est Amy, je suis française et j'ai la chance de vivre à Édimbourg. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de me suivre à la rencontre d'un franc-maçon. Je vais aller dans une loge et je vais interviewer un franc-maçon. Alors la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui me fascine, c'est très mystérieux, on ne sait pas exactement qui sont ces francs-maçons, ce qu'ils font, mais ici en Écosse, c'est très commun d'avoir des loges maçonniques. C'est pas du tout caché comme en France, donc on va partir à la découverte de ce monde qui m'est complètement inconnu et j'espère qu'on va apprendre plein de choses passionnantes. Suivez-moi! Ma quête de connaissances débute ici, le Freemasons Hall d'Édimbourg, siège de la Grande Loge d'Écosse depuis plus d'un siècle, mais dépositaire de traditions bien plus anciennes encore, un lieu que l'on traverse rarement sans ressentir quelque chose. À l'entrée, la statue de Saint-Andrew. On raconte qu'il protège le pays, mais ici, il semble aussi protéger les secrets de ceux qui franchissent ses portes depuis des générations. Lorsque j'entre dans le hall, le silence tombe comme une chape de plomb. Le genre de lieu où chaque pas résonne comme un rappel que vous n'êtes qu'une visiteuse dans un monde qui n'a jamais été conçu pour vous. Et pour cause, je suis la seule femme du groupe. Autour de moi, des hommes venus des États-Unis, du Canada, d'Angleterre, tous attirés par ce bâtiment depuis longtemps chargé de légendes. Le Freemasons Hall a été achevé en 1912 dans un style néoclassique à la fois majestueux et intimidant. Chaque symbole inscrit dans la pierre raconte une partie d'un récit que l'on n'apprend jamais à l'école. En levant les yeux au plafond, on comprend immédiatement que ce lieu n'a pas été construit pour le quotidien. C'est un temple, un sanctuaire. Nous voici dans la Grande Lodge Room, une salle immense, silencieuse, où le moindre souffle semble déplacé. On sent le poids des décisions qui ont été prises ici. Des décisions qui ont façonné non seulement la maçonnerie écossaise, mais parfois même une partie de l'histoire du pays. Ici, on ne parle pas, on ressent, on admire. Et c'est dans le musée que le mystère devient palpable. On y trouve des épées de cérémonie, des bijoux maçonniques d'argent et d'or, véritables amulettes de pouvoir. Des manuscrits anciens, des compas, des équerres aux formes étranges. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est les tabliers brodés. Moi qui ai étudié la broderie à l'école d'art, j'ai été sidérée. J'ai adoré voir les fils d'or, les motifs, la précision. Certains tabliers sont tellement chargés de symboles qu'on a l'impression qu'ils racontent une histoire rien qu'en les regardant. La visite se termine par une petite boutique discrète. On y trouve des livres, des bijoux, des symboles, des objets rituels. Comme si, en quittant le bâtiment, on vous offrait un dernier fragment de mystère à emporter. Sortir du Freemasons Hall, c'est comme revenir d'un autre monde. Un monde silencieux, codifié, puissant, profondément enraciné dans l'histoire de l'Écosse. Je poursuis mon enquête en traversant un des très anciens cimetières de la ville d'Édimbourg. Oh, bam, il a des fleurs. Et une tonne de bâtons pour jouer avec. Trop cool.
ici à Édimbourg, on peut trouver plein de signes francs-maçons. Et là, par exemple, je dois traverser un cimetière pour aller sur mon rendez-vous. Je suis sûre qu'on va trouver des tombes avec des signatures franc-maçonniques. On va chercher. Et on va trouver, j'en suis sûre. Memento Mori, je vois un compas, je vois une équerre. Waouh! Super belle. Super belle. Mais pas franc-maçon. Quoique, on a les deux colonnes. Pourquoi pas? Oh, c'est trop mignon, il y a le pied de l'ange sur le crâne. Bah, lui aussi. Deux. Waouh. Magnifique. Je ne vais pas pouvoir traîner trop longtemps non plus dans ce cimetière parce qu'il faudrait pas que j'arrive en retard à mon rendez-vous. Ok, on est dans Victoria Street. Magnifique. Sauf les travaux. Et regardez en haut. Eh ouais. Une boutique de francs-maçons. Il y a la pub un petit peu plus loin. Juste ici. Rapprochons-nous. Vous voyez? J'en peux plus. J'en peux plus de tous ces escaliers. Au calme. C'est pas le genre de boutique qu'on verrait en France, j'imagine. Ah, après le truc vert, on l'avait tourné à gauche. Là, si tu descends, tu prends pas la C'est pour ça qu'ils sont perdus. Bon, je suis arrivée trop tard, la boutique était fermée. Et puis en plus, de toute façon, je sais pas s'ils m'auraient laissé rentrer. Peut-être ils font un code secret. Are you ready? Yeah. So thank you so much, first of all. Merci de me recevoir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? M'expliquer votre fonction au sein de la franc-maçonnerie. Depuis combien de temps vous êtes franc-maçon? Je m'appelle William John Ross Boland. J'ai rejoint la loge celtique numéro 291 le 27 avril 1990 en tant que premier apprenti. J'ai gravi les échelons au sein de la loge et j'ai eu l'honneur d'être nommé vénérable maître par les frères. Depuis 6 ans, je suis l'aumônier de la loge celtique, veillant sur les frères et leurs familles qui en ont besoin. Bien que ce ne soit pas une fonction officielle, j'en suis l'historien et je réponds volontiers aux questions du public qui souhaitent savoir si leur père, grand-père ou frère étaient membres de la loge celtique ou qui recherchent des informations sur la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans la franc-maçonnerie? J'ai été attiré par la franc-maçonnerie dès mon plus jeune âge, lorsque j'ai vu ces hommes mystérieux, en costume sombre, portant une petite mallette noire. Je me demandais ce qu'ils faisaient là. Il y a environ 48 ans, je travaillais à Édimbourg comme responsable chez Kitchen and Bathroom Designer. L'un des employés, Tom, venait tous les 2e et 4e mardis du mois, vêtu de son costume sombre et portant sa mallette noire. Je lui ai demandé où il allait. Il m'a répondu qu'il se rendait à sa loge. Après une longue discussion, Tom m'a dit que si cela m'intéressait, il se renseignerait pour moi. J'étais ravi lorsque Tom m'a invité à une réunion d'information
avec les membres de la loge celtique. Et vous pouvez nous en dire plus sur, par exemple, ce que vous trouvez le plus gratifiant dans votre pratique maçonnique? Être franc-maçon est pour moi une expérience incroyablement enrichissante. Cela me permet de tisser des liens profonds avec des personnes partageant les mêmes valeurs, originaires du monde entier. Lors de mes voyages à l'étranger, j'ai eu le plaisir de rencontrer d'autres francs-maçons. Parmi les aspects les plus enrichissants, citons la collecte de fonds pour des causes locales et l'organisation d'événements caritatifs, notamment les soirées spéciales et les grands bals qui permettent de récolter des fonds pour des œuvres caritatives maçonniques et non maçonniques. Est-ce que vous trouvez que la franc-maçonnerie influence votre vie au quotidien et vos prises de décision? Au quotidien, la franc-maçonnerie me fait prendre conscience de la valeur et de la fragilité de la vie et m'incite à m'efforcer d'agir pour le bien afin de devenir une meilleure personne. La franc-maçonnerie m'aide à prendre des décisions en suivant les principes directeurs établis et en gardant espoir en l'avenir. Pouvez-vous décrire la franc-maçonnerie en 3 mots? Fraternité, entraide et vérité. Est-il vrai que la franc-maçonnerie est née ici, à Édimbourg, en Écosse? La loge numéro 1 se trouve à Édimbourg. La plus ancienne loge maçonnique au monde est la loge Mary's Chapel numéro 1. Elle est en activité depuis 1599. Est-ce qu'il y a beaucoup de francs-maçons en Écosse? La Grande Loge d'Écosse compte 27 000 membres. L'Écosse compte 600 loges maçonniques réparties en 32 provinces. L'origine de la franc-maçonnerie remonte à 1128, avec l'ordre du Temple. La franc-maçonnerie est une fraternité, elle a une longue tradition d'enseignement de leçons de vie pratiques à ses membres, afin qu'ils deviennent de meilleurs citoyens du monde. Lors de nos cérémonies d'initiation, nous faisons passer les candidats par le rituel de la franc-maçonnerie. Nous reconnaissons que l'équerre, le compas, le niveau et la Bible sont des symboles utilisés en franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui vient de 2 mondes qui se sont mélangés au fil du temps. Les maçons opératifs, ceux qui construisaient réellement des cathédrales et des châteaux au Moyen-Âge, ils travaillaient avec la pierre, les outils, et avaient leur secret de métier transmis seulement entre initiés. Et enfin, les maçons spéculatifs. À partir du XVIIe siècle, les intellectuels, les écrivains, les savants et les nobles se sont mis à rejoindre ces fraternités. Ils n'étaient plus des bâtisseurs de pierre, mais des bâtisseurs d'idées. Les outils, comme le compas et l'équerre, sont devenus symboliques. Et les loges, là où se réunissent les francs-maçons, ont commencé à réfléchir à la morale, la philosophie, la tolérance, l'amélioration personnelle. En gros, comment bâtir, façonner l'humain. En 1717, plusieurs loges se réunissent à Londres pour créer la première grande loge moderne. C'est la naissance officielle de la franc-maçonnerie, dite spéculative, celle dont on parle aujourd'hui. Et tout ça se fait à travers des rituels symboliques hérités du Moyen-Âge dans un cadre très codifié, toujours à l'intérieur d'une loge, là où nous sommes. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un parti politique, c'est un espace de réflexion, d'apprentissage et de transmission. En franc-maçonnerie, vous l'avez compris, tout est symbole. Chaque élément raconte une partie de l'histoire et de la philosophie maçonnique. Ceux que l'on reconnaît en tant que non-initiés sont par exemple l'équerre qui représente la droiture, la vérité et la capacité à agir de manière juste. Le compas représente la maîtrise de soi, la mesure, les limites qu'on se fixe pour rester quelqu'un de bien. Ces 2 symboles, ces 2 outils répondent à une idée simple, travailler sur soi pour devenir une meilleure version de soi-même. Dans une loge, on peut aussi voir le soleil et la lune. Le soleil représente la lumière, la connaissance, l'énergie, la vérité. La lune représente l'intuition, le mystère, la sensibilité et l'équilibre. Les 2 rappellent que l'être humain est fait de contradictions et que pour avancer, il faut apprendre à équilibrer la lumière et l'ombre. Ça fait très Star Wars, non? D'ailleurs, à votre avis, est-ce que Star Wars est un récit franc-maçon? Par terre, dans la plupart des loges, il y a un damier noir et blanc. Encore une fois, sa signification est finalement très simple, mais profonde. Cela représente le bien et le mal, le clair et l'obscur, la joie et la peine,
la sagesse et l'erreur. Marcher sur ce damier, c'est accepter que la vie est faite de contrastes et que l'on doit apprendre à avancer au milieu d'eux. Au plafond, ici on retrouve un ciel étoilé. Il représente l'univers, l'infini, la quête de connaissance, la liberté de penser. C'est un rappel, l'horizon de l'esprit humain n'a pas de limite. Vous avez aussi noté la lettre G que l'on retrouve souvent entre l'équerre et le compas. La réponse est multiple. Ça peut être le G du mot géométrie, ce qui fait sens. Ça peut aussi être le G de God, Dieu en anglais. Une forme de divinité, ce n'est pas lié à une religion particulière, mais plutôt à l'idée d'un principe créateur, d'un grand architecte de l'univers. Ça peut être aussi le G de Gnosis, la connaissance de soi, du monde et des autres, la quête intérieure, celle qui pousse à réfléchir, à comprendre, à s'améliorer. C'est un rappel pour nous dire de chercher, d'apprendre et de s'élever. Cette lettre G symbolise plusieurs idées, vous l'avez compris. Elle est placée au centre car elle représente le cœur de la démarche maçonnique, soit comprendre le monde et se comprendre soi-même. Est-ce que c'est vrai que vous utilisez de nombreux gestes, des codes verbaux, des rituels secrets entre vous pour que vous puissiez vous reconnaître d'une personne non initiée? Les francs-maçons possèdent effectivement des signes, des symboles et des mots qu'ils utilisent pour se reconnaître entre eux, de jour comme de nuit. La poignée de main n'est qu'une étape du processus d'initiation et n'est pas utilisée comme moyen de communication secrète en dehors de la franc-maçonnerie. C'est un geste symbolique qui représente le lien de fraternité entre francs-maçons. Il y a énormément d'allégations, de on-dit sur la franc-maçonnerie. Quelles sont à votre avis les idées fausses les plus courantes concernant la franc-maçonnerie, celles que vous entendez le plus souvent? La franc-maçonnerie est l'une des plus anciennes organisations fraternelles au monde et est souvent mal comprise. Secrets et théories du complot y sont fréquemment associés. La franc-maçonnerie possède effectivement certains rituels et symboles privés destinés à distinguer ses membres des non-membres. Allégation de secte, la franc-maçonnerie possède certes ses propres rituels, symboles et traditions, mais elle est loin d'être une secte. Les sectes présentent généralement des caractéristiques telles que le contrôle mental et la manipulation de leurs membres, et recours à des pratiques coercitives ou nuisibles. Les francs-maçons peuvent être de toute religion et de tout milieu social, et nous comptons effectivement des membres fortunés. Il s'agit d'une organisation véritablement mondiale, dont les francs-maçons œuvrent ensemble pour promouvoir l'unité et la compréhension entre les personnes de tous horizons. J'ai remarqué quelques différences entre la France et l'Écosse. La plupart des fraternités maçonniques, françaises et écossaises, sont similaires au sein du rite écossais. Il existe de nombreuses différences au sein des autres ordres maçonniques français. En France, la franc-maçonnerie est beaucoup plus discrète et secrète. Savez-vous pourquoi? Est-ce lié aux persécutions nazies? Lors de la montée du nazisme en Europe, la franc-maçonnerie est devenue l'une des nombreuses cibles du régime d'Adolf Hitler. Le parti nazi considérait la franc-maçonnerie comme faisant partie d'un complot mondial visant à saper le nationalisme allemand. Et cette conviction a entraîné une persécution brutale. Alors que de nombreux francs-maçons furent emprisonnés, torturés ou tués durant l'ère nazie, d'importants actes de résistance eurent lieu. Les francs-maçons résistèrent ouvertement et clandestinement, et leur persécution eut des conséquences durables pour l'organisation dans le monde d'après-guerre. Les conséquences subies par les francs-maçons pendant et après la guerre, et comment l'héritage de la persécution nazie a façonné le rôle de la franc-maçonnerie dans l'Europe d'après-guerre. Est-ce que la franc-maçonnerie rencontre des difficultés actuellement? La franc-maçonnerie écossaise a traversé une période difficile avec la pandémie de Covid-19. Certaines loges ont accueilli de nouveaux candidats, tandis que d'autres, dont le nombre d'adhérents a diminué,
ont dû fusionner. Cependant, l'avenir de la franc-maçonnerie écossaise est prometteur. Pensez-vous que la franc-maçonnerie puisse contribuer à l'amélioration, voire la guérison de notre société ? La franc-maçonnerie mondiale accomplit de grandes œuvres caritatives et aide de nombreux pays en développement à bâtir un avenir pour leur population. Grâce à son soutien continu, la guérison est possible. Quelles sont les conditions pour devenir franc-maçon ? Il faut avoir 21 ans, croire en Dieu, soutenir la couronne, être de bonne moralité et ne pas avoir de casier judiciaire. Et quels conseils donneriez-vous à une personne qui envisage de rejoindre la franc-maçonnerie ? Je suis membre de la loge celtique 291 depuis 35 ans et j'y ai vécu de très bons moments. Je recommande à quiconque souhaite rejoindre la franc-maçonnerie de le faire et, s'il ne connaît personne parmi les francs-maçons, de contacter la Grande Loge d'Écosse qui le mettra en relation avec la loge la plus proche de chez lui. Dernière question à votre avis, est-ce que je pourrais être une bonne franc-maçonne ? Il n'y a actuellement aucune femme dans la franc-maçonnerie écossaise. Le Grand Orient de France soutient la loge maçonnique mixte, fondée en 1982. Au Royaume-Uni, il existe quelques loges maçonniques mixtes, mais aucune, à ma connaissance, en Écosse actuellement. Elle est exclusivement masculine pour le moment et je ne sais pas si des changements sont prévus prochainement. Vous pourriez contacter la loge des femmes maçonnes de la Grande Loge d'Angleterre qui vous mettra en relation avec la loge la plus proche de chez vous. Si je pouvais leur donner mon mot, je leur dirais que vous feriez une excellente membre. La franc-maçonnerie continue de fasciner et d'intriguer. Entre tradition séculaire et soupçons modernes, elle reste une énigme. Mais une chose est certaine, ce que l'on ne comprend pas nourrit toujours le mystère. Bill a ensuite gentiment pris son temps pour m'expliquer tous les secrets cachés qu'il y a derrière cette fresque, les faits historiques, les personnages importants et les symboles. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté membre pour découvrir tout ça. Et si vous souhaitez rester dans ce thème, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'enquête paranormale faite chez un ancien franc-maçon. Je mettrai le lien dans la barre de description et en miniature juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses super intéressantes sur la franc-maçonnerie en Écosse. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser, à les mettre en barre de commentaires. J'essaierai d'y répondre au mieux ou au pire, je demanderai à Bill de nous éclairer là-dessus. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!